18h01. Bon, bonjour, ça marche? Est-ce que ça marche? Vous m'entendez? S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien prendre place? Bonjour à toutes et à tous, merci de vous installer parce qu'il est 18h03. Donc je vous rappelle que le conseil municipal est filmé, donc il faut qu'on respecte le début pour les gens qui sont sur Facebook. Voilà, merci beaucoup. Alors il y a les pouvoirs. Il y a trois pouvoirs ce soir. Madame Changarnier qui donne son pouvoir à Madame Filotti, Monsieur Vallino qui me donne son pouvoir et Madame Marie-Pierre Maillard qui donne son pouvoir à Madame Nelly Faton. On approuvera le PV du dernier conseil municipal la prochaine fois parce qu'on n'a pas eu de retour de Madame Clément Chaffy. Alors on vous laisse encore quelques jours pour faire votre tour, donc on validera la prochaine fois. Merci d'avance pour votre participation. Je voulais aussi vous informer qu'il y a eu le décès de Madame Ayatz Christiane, ancienne conseillère municipale, qui est décédée récemment et la cérémonie aura lieu le 10 novembre à 15h30 au crématorium. Secrétaire de séance, je propose Madame Minot et puis Monsieur Nels, Hugo. Alors, on va commencer par le premier dossier. Donc, c'est le casino jeu. C'est la délégation de services publics. Donc, une délégation importante, une DSP importante, puisque je vous rappelle que le casino a un impact important sur l'activité économique de notre territoire, tant direct par les emplois et les investissements qu'il peut réaliser, et indirect avec les gens qui viennent jouer au casino, qui viennent manger au casino, qui participent, qui consomment aussi dans d'autres magasins, dans d'autres lieux publics de la ville. Une DSP importante aussi par l'argent qui est reversé à la ville de Lons suite au prélèvement sur le prélèvement brut des jeux. Donc je vous rappelle, en 2022, cette somme était de 756 000, auquel s'ajoute un reversement de l'État qui était de 360 000 €. Donc une somme importante pour le budget municipal. Le groupe Joa, donc, qui exploite le casino actuellement, a racheté le casino en 2019. Et bien sûr, la ville est bénéficiaire de l'activité, si l'activité du casino fonctionne. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs volets. Il y a les jeux, la restauration, les animations. Et puis aussi tous les investissements réalisés par le concessionnaire, notamment création d'un patio fumeur, restructuration du bar pour accueillir du public pour des retransmissions d'événements importants, modernisation de la salle de restaurant. Donc toutes ces actions qui visent à augmenter la clientèle et donc d'augmenter le chiffre d'affaires du casino. Au total, donc sur les 15 ans de la DSP qui est proposée, si l'évolution du chiffre d'affaires se réalise en fonction des prévisions faites par le groupe Joa, le gain pour la ville sera de 730 000 € sur les reversements faits par le groupe Joa, plus le reversement de l'État qui augmentera aussi au fil des années puisqu'il est en fonction du chiffre d'affaires.
Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce dossier depuis plusieurs mois, soit les salariés, les élus, et en particulier Madame Rocher et Charline, que j'invite à me rejoindre, du SIDEC, qui nous a accompagnés depuis le début sur ce dossier. Merci également au groupe JOA, avec qui nous avons négocié. Ça a parfois été rude, parfois tendu, mais respectueux au vu des intérêts de chacun. Je crois qu'il est important, autant pour la ville que pour le groupe JOA, qu'on arrive à un accord et que l'activité du casino puisse continuer à partir du 30 mars 2024, puisque la concession actuelle s'arrêtait le 29 mars 2024. Donc Madame Rocher va me rejoindre, elle va reprendre un petit peu l'historique de l'évolution de ce dossier. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, c'est oui, bon. Ça va, ouais, ça marche. Je ne me rends pas compte. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, la ville de Lons-le-Saunier a mandaté le SIDEC pour mener à bien cette procédure de concession. Donc pour vous resituer le contexte, la concession, le contrat actuel a été signé en 2005 pour une entrée en vigueur en mars 2006 et prendra fin là en mars 2024. C'est pourquoi il faut renouveler le contrat de concession. Donc le casino de Lons, vous le savez, il est situé boulevard de l'Europe. Les locaux qui accueillent le casino n'appartiennent pas à la commune. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément important et assez particulier au niveau de la concession de la ville. Les locaux appartiennent à la société civile immobilière du casino de Lons. Un peu plus près, parce que ça ne suffit pas. Comme ça? Voilà. Ah oui, voilà, il faut que je me penche un petit peu. Hop, voilà. Donc je disais que les locaux appartenaient à la société civile immobilière du casino de Lons et non à la ville. C'est quand même une particularité au niveau de la ville de Lons. Et cette société civile immobilière, en fait, appartient au groupe JOA qui exploite actuellement le casino. Donc le casino bénéficie actuellement d'une autorisation ministérielle. Tout ça est très encadré. Il y a 4 tables de jeu traditionnelles autorisées et 3 installées. Ces tables de jeu traditionnelles conditionnent le nombre de machines à sous. Donc aujourd'hui, il y a 100 machines à sous. Et aussi les postes de jeu électroniques. Aujourd'hui, 23 postes de jeu électroniques installés. L'objet du contrat, donc, c'est l'exploitation du casino en application du Code général des collectivités territoriales, comme d'autres concessions. L'exploitation aux frais, risques et périls de 3 activités obligatoires au niveau des casinos. C'est une particularité, c'est une obligation. Les jeux d'argent et de hasard, la restauration et l'animation. La durée prévisionnelle, donc c'est 15 ans à compter du 30 mars 2024. Donc, au niveau de la procédure, donc nous avons procédé à la publicité au début juillet pour une remise des offres le 25 août. 6 dossiers ont été retirés, une seule candidature a été déposée. Donc, la commission de délégation de services publics, le 31 août, s'est réunie et a ouvert la candidature de la Société Nouvelle du Casino de Lons-le-Saunier, donc l'exploitant actuel, qui fait partie du groupe JOA. Donc, suite à l'examen du dossier, le candidat a présenté les garanties professionnelles et financières suffisantes, donc sa candidature a été agréée. Ensuite, donc, la commission a déclaré l'offre complète et dans sa séance du 21 septembre 2023, elle a procédé à l'examen de l'offre sur la base de 3 critères qui ont été établis. Donc, le premier critère, c'est la qualité du projet d'établissement et de la proposition sur les 3 activités, qui sont le jeu, la restauration et l'animation. Le critère 2, la qualité financière. Et le critère 3, la qualité du projet des investissements. Donc, à l'issue de cette commission d'analyse des offres, elle a préconisé à l'autorité concédante, donc à Monsieur le maire, de procéder à la négociation. Donc, vous avez eu dans les pièces transmises le rapport de l'offre initiale voilà, qui vous était fourni avec la convocation. Le déroulement des négociations, donc les négociations ont débuté début octobre. Le 3 octobre, l'autorité concédante a procédé à une audition du candidat. Puis on leur a demandé de travailler en fait sur certains axes
notamment sur le prélèvement sur le produit brut des jeux, mais pas que. Le candidat a remis une deuxième offre dans le délai imparti, donc le 6 octobre. Il y a eu une nouvelle audition le 10 octobre. À nouveau, l'autorité concédante, donc Monsieur le maire, a adressé un courrier au candidat pour qu'il, à nouveau, précise ses attentes et revoie son offre. Et le candidat a remis une nouvelle offre le 16 octobre. Cette offre ne nous convenait pas. Donc nous avons à nouveau adressé au candidat un courrier l'invitant à revoir sa proposition. Et le candidat a été auditionné une dernière fois le 17 octobre et a remis son offre finale le 18 octobre. Donc à l'issue des négociations, et conformément au Code général des collectivités territoriales, le maire a retenu l'offre de la SAS Société Nouvelle du Casino de Lons-le-Saunier, choix que Monsieur le maire vous soumet aujourd'hui. Donc, je vais vous préciser les caractéristiques principales de l'offre. Je vais essayer d'être synthétique parce que c'est vrai que c'est quand même un gros dossier, donc je vais autant faire ce peu d'être le plus synthétique possible. Donc, sur les caractéristiques principales de l'offre, vous les avez vues dans le rapport, la durée de 15 ans, je l'ai dit, qui a été fixée en fonction du niveau d'investissement. Les prestations assurées par le futur concessionnaire, donc sur les 3 activités, la gestion des jeux, du restaurant, du bar et de l'animation, l'obligation d'exploiter l'ouvrage et les installations conformément aux réglementations en vigueur pendant la durée du contrat, l'obligation pour le concessionnaire de procéder à l'ouverture des installations, d'assurer la garde des installations sous sa responsabilité, la surveillance et d'assurer l'entretien, et l'obligation de contribuer au développement culturel, touristique et sportif de la commune, et le droit pour le concessionnaire de percevoir les recettes auprès des usagers. Donc là, au niveau du motif de choix du concessionnaire, donc je vais retracer l'analyse qui a été faite sur les 3 critères, mais très synthétiquement. Donc au niveau de l'offre de jeu, si je fais assez rapide, donc la proposition du candidat sur l'offre de jeu, elle était très satisfaisante, elle est très satisfaisante. Les jeux sont attractifs parce que l'offre, elle est diversifiée et renouvelée avec des exclusivités. Ils ont des partenariats au niveau européen, donc ils ont quelques exclusivités européennes qui mettent en avant. Avec d'autres casinos du secteur, Saint-Laurent-Grand-Vaux et Centenay, ils permutent aussi quelques machines, donc ce qui leur permet d'avoir aussi quand même du renouveau. Donc c'est assez dynamique, c'est dynamique et attractif. Donc ensuite, sur la politique de jeu responsable et de lutte contre le blanchiment d'argent, il y a des mesures très précises et assez poussées qui sont mises en place par JOA, qui est précurseur quand même en la matière. Et voilà, le candidat, au-delà de répondre aux obligations légales, va plus loin et a obtenu une certification européenne au niveau du jeu responsable. Donc ils sont très impliqués sur ce sujet. On a noté toutefois qu'on pouvait regretter que le dispositif de limitation ou d'interdiction volontaire d'accès, des joueurs qui sont un petit peu addicts, ne soit pas externalisé. En fait, ils ont leur propre processus en interne. Donc bon, on s'est posé la question un petit peu du conflit d'intérêts qu'il pourrait y avoir eux-mêmes à limiter certains joueurs. Mais bon, on n'a pas obtenu gain de cause pendant les négociations. Et au niveau des effectifs en ressources humaines, ils sont très importants. La plupart des salariés, d'ailleurs, sont en CDI. Ils sont bien formés au métier, notamment à la lutte contre le blanchiment d'argent et sur la politique de jeu responsable. Il y a vraiment une chaîne de formation, quel que soit le poste occupé. Ensuite, donc, sur le volet restauration, toujours dans le premier critère, on est sur les 3 volets d'activité. Donc, Monsieur le maire l'a indiqué, des travaux de rénovation sont prévus au niveau du restaurant pour que le loft devienne le comptoir. Donc, c'est un concept, peut-être que vous avez vu cela dans le rapport, il y avait quelques visuels. C'est aussi le concept qui est à Saint-Laurent-Grand-Vaux, au casino de Saint-Laurent-Grand-Vaux. Donc voilà, ça va être rénové, ça va être convivial, mais bon, un petit peu chic quand même. Voilà, 120 couverts en termes de capacité. Sur l'ouverture, ils s'engagent sur 5 jours sur 7, même s'ils ouvrent quand même 6 jours sur 7, mais dans le contrat, voilà, ils se gardent quand même une petite marge de manœuvre. Sur les tarifs, on est dans la tranche habituelle, donc il n'y a rien d'excessif. Ça reste une activité d'appel pour le casino, c'est-à-dire que c'est un axe pour eux de fidélisation et aussi de nouveaux clients pour les amener vers les jeux. Voilà. Donc l'offre de restauration, elle est en cohérence avec l'image du casino, moderne, conviviale,
fourchettes de prix, donc ce sont celles du marché. Lors des négociations, on a mis l'accent sur l'offre locavore, parce qu'on avait trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de partenariats, mais bon, en fait, simplement, ils ne l'avaient pas forcément beaucoup mis en avant dans l'offre. Donc c'est vrai qu'au cours des négociations, ils nous ont un petit peu plus expliqué leurs partenariats locaux. Donc il y a des partenariats pour les produits frais, que ce soit la viande, le poisson, bon, bien sûr les vins, les fromages, mais aussi des légumes. Voilà. Donc ils ont quand même un partenariat avec des locaux assez développés, et ils ont un menu du chef qui met en avant justement ces produits régionaux. Donc, au niveau des horaires d'ouverture, c'est assez large, hein, on reste dans la continuité de l'existant. Et voilà ce que j'avais à dire sur le restaurant. Après, l'autre volet de la restauration, c'est le bar. Le bar qui sera lui aussi réaménagé pour devenir bar des sports, pour devenir un espace convivial et un espace événementiel aussi pour la diffusion des événements sportifs sur grand écran, et qui pourra aussi accueillir des tournois de jeux, des choses comme ça, aussi du pari en ligne. Et le bar, mais je crois que c'est déjà le cas, mais ils veulent développer l'offre de snacking, en particulier quand le restaurant est fermé. Donc là aussi, c'est un produit d'appel, surtout au niveau de la clientèle sportive ou jeune. Donc voilà, sur la restauration. Le dernier volet, donc, c'est l'animation. Donc sur l'animation, il y a deux axes. Il y a l'animation interne au casino et l'animation externe. Donc l'animation interne du casino, on est clairement dans une continuité de l'existant. Donc il y a tout d'abord la salle de spectacle qui fait 180 mètres carrés, où il y a un espace scénique. Donc c'est là que se déroulent les grosses manifestations, les gros spectacles, les grosses manifestations artistiques du casino. Sur le reste, tous les espaces en fait accueillent ou sont susceptibles d'accueillir des animations, que ce soit l'espace des machines à sous avec des jeux, des quiz, des jeux musicaux, des soirées clubbing, le restaurant pour des dîners musicaux, mais aussi le bar sur les retransmissions sportives. Voilà. Donc sur cette activité animation interne au casino, voilà, on s'inscrit dans la continuité du contrat actuel. Il n'y a pas de grandes nouveautés, mis à part le bar des sports, qui est voilà, la petite nouveauté. Mais voilà. Sur l'animation externe, c'est-à-dire sur la participation au développement touristique, sportif et culturel de la ville de Lons-le-Saunier. Donc là, dans son offre, Joa nous a démontré son soutien au milieu associatif, donc avec un soutien auprès de quelques clubs, notamment sportifs, basket, boxe, le jumping international, le soutien à un sportif jurassien qui participe au Marathon des Sables, donc quelques sponsorings. Le candidat entend poursuivre cette démarche, donc là, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés non plus. Sur le soutien aux événements de la commune, pas de grosses nouveautés non plus, c'est la jogging music, clairement. Ils nous ont dit qu'ils entendaient poursuivre cette action. Voilà, c'est la jogging music qui se déroule au Parc des Bains tous les ans. Et Joa est le sponsor officiel. La nouveauté qu'on avait introduite dans le dossier de consultation, c'était la participation à un événement phare de la commune. Et donc, on avait introduit l'obligation d'organiser une MAC. Donc, une MAC, c'est une manifestation artistique de qualité. En fait, c'est du spectacle vivant. Donc, on avait imposé une MAC annuelle, l'organisation d'une MAC. Pourquoi avoir imposé ça ? Déjà, pour participer vraiment à l'attractivité de Lons-le-Saunier et puis à l'accès à la culture pour tous. Mais aussi parce que pour le casino, c'est très avantageux. Finalement, ça ne leur coûte pas très cher, puisqu'il y a quand même des crédits d'impôt qui sont accordés aux casinotiers sur ce genre de manifestation. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant. Bon, toutefois, ces MAC sont quand même très, très encadrés réglementairement. Donc c'est vrai que les conditions à remplir sont assez strictes et assez nombreuses. Et donc le candidat n'a pas proposé l'organisation en propre d'une MAC, mais a proposé une participation au financement d'une MAC qui devra être proposée par la ville,
avant le 31 janvier de chaque année. Voilà. Donc la participation financière à cette MAC serait d'un maximum de 30 000 € annuellement, versée dans le cadre d'une convention de délégation, qui peut être tripartite, puisque la commune a la possibilité de s'appuyer également sur un tiers spécialiste du secteur pour organiser cette MAC. Voilà. Donc, globalement, l'offre du candidat, là aussi, sur cette offre promotion externe, on va dire, voilà, participation à la promotion externe, ça s'inscrit encore une fois dans la continuité de l'existant. L'offre du candidat répond aux attentes minimales de la commune. La seule nouveauté qui tenait à la MAC, bon, ça a été un petit peu décevant parce que le candidat n'a pas pris la charge de l'organisation de cette manifestation, mais s'est reposé quand même sur la ville pour ça, ou sur le tiers qui sera désigné par la ville, et propose une participation financière qui est plafonnée à 30 000 € par an. Donc, bon, voilà, ça a été l'objet de négociations. Bon, ça a été compliqué à ce niveau-là également. Donc, sur ce critère 1, sur les 3 niveaux, les 3 activités, si je résume, bon, l'offre, elle est globalement intéressante et complète. Elle répond aux attentes de la commune, notamment dans la proposition d'une certaine qualité ainsi qu'une démarche RSE. C'est vrai qu'ils ont mis en place toute une démarche RSE au niveau de l'entreprise. L'offre, elle est très satisfaisante sur le volet jeu. Donc là, ça, c'est vrai que c'était une offre très dynamique et renouvelée. Très satisfaisante aussi sur le volet restauration, avec un candidat qui a renforcé sa démarche locavore et qui valorise les producteurs locaux. Et sur le volet animation, voilà, c'est là que l'offre a été un petit peu plus, je dirais, décevante ou passable du moins. Enfin, voilà, le candidat s'est positionné dans la continuité de son programme d'animation qui existait là auparavant, enfin, dans le contrat qui arrive à sa fin, sans nouveauté ni engagement fort. Donc voilà, au cours des auditions, les élus de la ville ont quand même fait part de leurs besoins d'informations plus précises aussi, notamment dans le rapport annuel du concessionnaire, sur la nature des soutiens qui étaient apportés aux associations. Donc ça, c'est le critère 1. Le critère 2, donc sur la qualité financière, notamment sur le produit brut des jeux, donc le reversement. Donc le produit brut des jeux, en fait, c'est simplement la différence entre les mises des joueurs et les sommes qui leur sont reversées, redistribuées lorsqu'ils gagnent. Donc le candidat, initialement, avait proposé un taux de prélèvement communal sur le produit brut des jeux, identique au contrat qui était en cours, qui arrive à son terme, donc ce qui n'était pas acceptable par les élus. Donc après plusieurs phases de négociation, l'autorité concédante a obtenu du candidat des taux de prélèvement différents et supérieurs au contrat en cours. Donc ces taux, ils sont plafonnés, il faut savoir, à 15% maximum du produit brut des jeux. Et on a obtenu donc une augmentation en fait, du produit brut des jeux, mais avec un taux, des taux qui s'appliquent de façon différente en fonction de la période de la concession, afin de tenir compte des investissements importants réalisés les premières années. C'est-à-dire que les 3 premières années, le taux est un petit peu inférieur, donc le reversement à la commune est un petit peu moindre, pour ensuite reprendre la 4e année de façon plus importante, afin de les aider à financer leurs investissements les premières années sur la modernisation du restaurant, le bar des sports, et puis, monsieur le maire en avait parlé, le patio fumeur qui sera un lieu... C'est pas moindre, par contre. C'est supérieur de montant, mais c'est moindre sur les 4 années. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc, du 30 mars 2024 au 31 octobre 2027, donc c'est un taux qui s'applique par tranche. Sur la tranche de 0 à 5,3 millions d'euros, la ville percevra 11% sur le produit brut des jeux abattus. Ensuite, sur la tranche de 5,3 millions à 5,9 millions, la ville percevra 13% sur le produit brut abattu. Et au-delà, la ville percevra 15% sur le produit brut abattu. Et ensuite, à compter du 1er novembre 2027, en fait, voilà, c'est la tranche qui passe de 0 à 4,5 millions, 11% sur le produit brut abattu. Et ensuite, de 4,5 à 5,9 millions, 13% du produit brut abattu. Et au-delà, 15% du produit brut abattu. Donc ces négociations, elles ont permis d'obtenir un gain sur la durée de la concession, sur les 15 ans, de 400 000 € par rapport à l'offre initiale. Donc c'est quand même important. Donc vous avez le détail par année. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, pas de souci. Voilà, 402 000 € exactement.
Donc juste pour information, là en 2022, le prélèvement de la ville sur le produit brut des jeux, il était de 556 000 €, alors que là, la première année de la concession, il devrait être de 850 000 €. Voilà, c'est juste pour vous donner une petite indication. Au niveau des autres contributions, donc il y a une contribution qui est réglementaire sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'elle est bloquée. En fait, il s'agit du reversement communal sur le produit brut des jeux qui est prélevé par l'État. Et donc la commune perçoit directement 10% du prélèvement perçu par l'État. Donc là, pas grand-chose à faire, il n'y a rien à négocier, c'est réglementaire, c'est 10%, on ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire moins. Ça représente quand même 8 millions sur les 15 ans du contrat. Donc c'est pas mal. Ensuite, sur les autres contributions, on a la contribution au développement touristique, donc on en a parlé sur la MAC, la manifestation artistique de qualité, la participation plafonnée à 30 000 € par an. À côté de ces 30 000 €, il y a une contribution fixe annuelle à 70 000 €, voilà, qui est bloquée et qui sera versée tous les ans à la ville. Et en cours de négociation a été obtenue une contribution variable si le produit net des jeux, c'est-à-dire après prélèvement, est supérieur à 6,5 millions d'euros. Donc 2% de la quote-part du produit brut des jeux réalisé au-delà de ces 6,5 millions seront reversés à la ville l'exercice suivant. Donc ces 6,5 millions seront atteints en année 3 du contrat selon le compte d'exploitation prévisionnel, ça reste du prévisionnel. Et donc le premier reversement de ces 2% interviendra normalement en année 4. Voilà. Donc là, ça représente aussi une augmentation de 328 000 € sur la durée de la concession, en plus. Donc les négociations sur les contributions potentielles, je dis potentielles parce que les 30 000 €, ça reste un plafond, ça reste un maximum, ça peut être quand même moins. Donc les contributions potentielles, elles représentent 1,8 million €, 1 800 000 € sur l'ensemble de la concession. Voilà. Un petit point aussi sur la cohérence du compte d'exploitation prévisionnel fourni par le candidat. Donc en fait, c'est son budget prévisionnel sur l'ensemble de la durée de la concession. Ces hypothèses sont assez classiques, donc ils n'ont pas pris beaucoup de risques et c'est assez cohérent avec la conjoncture nationale au niveau des casinos. Donc au niveau de la répartition du produit brut des jeux, 90% du produit brut des jeux proviennent des machines à sous. C'est ça qui leur rapporte. Ensuite, c'est les tables de jeux électroniques, on est un peu plus de 9%. Par contre, c'est cet axe-là qui croît de plus en plus vite au sein des casinos. On le voit nationalement, c'est ce qui attire le plus en plus de clients et c'est ce qui augmente, c'est ce qui progresse le plus vite. C'est pour ça que dans le patio Fumer, ils ont prévu d'installer 8 machines, 8 jeux électroniques supplémentaires. C'est là-dessus aussi qui compte pour augmenter leur produit brut des jeux. Et 3%, c'est les jeux de table. Donc les jeux de table traditionnels, effectivement, c'est quand même plus réservé à des gens un petit peu plus aguerris au jeu. C'est un petit peu moins accessible quand on est novice en la matière, mais néanmoins, ça reste obligatoire. Et c'est ces tables de jeux traditionnelles qui conditionnent le nombre de machines à sous et le nombre de postes de jeux électroniques. Donc le candidat envisage une progression du produit brut des jeux de 65% entre la première année et la 15e année. Et le volume prévisionnel de produits bruts des jeux sur la durée de la concession, c'est 230 000 € à peu près sur 15 ans. Millions, pardon. Oui, il y a un cas. 230 millions, pardon. Voilà, donc c'est conforme à la conjoncture nationale qui est plutôt favorable au casino. On note une croissance de 2,9% en 2019 et en 2022. Donc eux, ils sont partis sur une progression annuelle d'environ 2%. Donc c'est une hypothèse assez raisonnable. Après, il y a une progression plus rapide des premières années à la suite des investissements au niveau du restaurant et au niveau du bar et au niveau du patio, puisqu'ils misent en fait sur le fait de la nouveauté, donc du coup de l'appel de nouveaux clients, voilà, de l'augmentation des postes de jeux électroniques dans le patio, donc de plus de clients, donc plus de recettes. Donc sur cette offre financière, elle est globalement équilibrée. Les hypothèses retenues sont réalistes compte tenu du contexte national. Les taux de prélèvement, donc je vous l'ai dit, ont été négociés à plusieurs reprises et un accord a été trouvé
en différenciant les taux selon 2 périodes de la concession, avec un changement qui est opéré au 1er novembre 2027. Donc les négociations, je vous l'ai dit, ont permis d'optimiser de 400 000 € les recettes. Et l'effet des investissements prévus est important sur le produit brut des jeux, parce que cet effet bonus sur les travaux qui sont envisagés le sont en début de concession, donc forcément ça a un impact sur la durée de la concession. Voilà. Sur la contribution au développement touristique et culturel de la ville établie par le candidat, donc à 100 000 € par an, elle est quand même à tempérer, puisque un tiers, 30 000 € est affecté à l'organisation d'une MAC, donc manifestation artistique de qualité, est versée à la ville qui devra proposer cette MAC. Il s'agit aussi d'un montant plafond, je l'ai dit, et la contribution variable de 2% a été négociée, donc là c'est vrai que ça représente un potentiel de 300, un peu plus de 300 000 € sur les 15 ans. Et voilà, et juste pour conclure sur cet aspect financier, les soldes de gestion du candidat ils montrent une exploitation excédentaire, donc c'est pour ça qu'on a quand même tenu bon en négociation. On a trouvé que le résultat était quand même plutôt bon et que leur marge était correcte. Donc ils dégagent un résultat net après impôt confortable. Ils démarrent à 500 000 € la première année et terminent à 1 800 000 la dernière année. Donc voilà. Et le dernier critère, donc, il concerne la qualité du projet, des investissements et des aménagements. Donc, il y a les aménagements récurrents sur lesquels je ne vais pas forcément venir parce que, bon, voilà, comme son nom l'indique, c'est de l'entretien, c'est des investissements récurrents sur le parc informatique, sur le parc de jeux. Et les investissements non récurrents, là, qui s'établit à 1 million d'euros sur la durée de la concession entre la première et la 5e année d'exploitation. Donc peut-être avez-vous pris connaissance des visuels dans le rapport qui vous a été transmis. Donc on a d'abord la mise à l'image de la signalétique la première année, qui représente 100 000 €. Donc la création du patio fumeur, on en a parlé. Donc c'est un patio abrité qui devrait accueillir une vingtaine d'appareils, donc de postes de jeux électroniques, pour un investissement de 400 000 € réalisé au cours des 5 premières années de la concession. Bon, toutefois, dans le projet, l'implantation de ce patio n'a pas été précisée par le concessionnaire. Et la transformation du loft en restaurant Le Comptoir, voilà, avec un changement de mobilier, de décoration, d'équipement de la salle de restauration, pour un budget de 300 000 € en année 5 de la concession. Et oui, j'avais oublié aussi le bar des sports. Le bar des joueurs transformé en bar des sports, avec écran géant, retransmission d'événements sportifs, budget estimé à 150 000 € en année 4 de la concession. Donc, le candidat nous a indiqué financer l'intégralité de son programme sur ses fonds propres. Donc, ce qui dénote quand même une bonne santé financière de la société. Donc, en conclusion, les investissements présentés répondent en partie aux attentes de la collectivité et sont réalisés en début de concession sur fonds propres. Le candidat n'a pas souhaité s'engager sur des travaux sur le bâti visant à améliorer sa performance énergétique et des travaux de mise aux normes de qualité ou haute qualité environnementale. C'est ce qu'on avait demandé dans le projet de contrat initial. Bon, clairement, on n'a pas réussi à obtenir quelque chose de la part de la société. Toutefois, ils sont dans une démarche d'audit énergétique et le bâtiment, de toute façon, sera concerné par les obligations du décret tertiaire. Donc, de toute façon, ils auront une obligation, on va dire, de sobriété pour faire des économies au niveau de la consommation d'énergie. Donc, on les a quand même vivement encouragés, puisque même si le bâti, je l'ai dit en introduction, ne fait pas partie, n'est pas propriété de la commune et ne constitue pas un bien de retour, l'amélioration du bâti apparaît incontournable et profitera de toute façon à l'image du casino, mais aussi à l'image de la ville. Voilà. Et puis les investissements, bon, voilà, sur les espaces restauration, je ne vais pas y revenir, je les ai détaillés. Donc voilà, en sachant qu'ils devront obtenir quand même l'accord du bailleur, mais qui appartient au même groupe, donc ça ne semble pas être insurmontable. Donc voilà. J'en ai fini sur les critères. Avez-vous des questions ou des remarques ? Je voulais déjà vous remercier, Mme Rocher, pour tout le travail que vous avez fait
en amont et puis la présentation de ce soir. Je voulais aussi remercier Nicole Parezo et Willy Bourgeois qui m'ont accompagné dans les négociations. Et s'il y a des questions, ils pourront bien sûr répondre également aux interrogations des uns et des autres. Voilà, donc je passe la parole. S'il y a des questions sur ce dossier, on est prêt à vous répondre. Pas de questions, tout a été très clair. Voilà, vous avez été limpide et clair. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. En remerciant, avant de voter, je voudrais remercier bien sûr toutes les personnes qui ont travaillé en amont, les élus, les salariés et puis les gens qui ont participé aux négociations finales. Voilà, merci à toutes et à tous. C'était un dossier quand même important pour la ville de Lons. C'était un très, très gros dossier. Donc merci à tous ceux qui ont amené leur pierre à l'édifice sur ce dossier qui a permis d'obtenir des éléments positifs pour le futur pour la ville de Lons. Voilà, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors avant de continuer, j'ai omis de vous faire part aussi, il y a eu le décès de Madame Annie Guyeno, qui est décédée le 3 octobre 2023 et qui a été directrice notamment de la résidence Édilis pendant plusieurs années. Et la cérémonie a eu lieu le vendredi 6 octobre au Miroir. Voilà. On va passer donc à la délibération numéro 2. Je vais passer la parole à Willy Bourgeois. Alors, il y a une petite erreur sur la délibération numéro 2. Au niveau de l'investissement dans les dépenses, alors au lieu de 68 000, c'est 58 000. Et la ligne du dessous, c'est 50 au lieu de 60. Voilà, il y a une petite erreur de chiffre. Merci, monsieur le maire. Effectivement, qui correspond au réajustement qui a été voté en conseil municipal concernant du matériel de bureau informatique à destination de la maison commune, voilà, qui a été réévalué à 50 000 € au lieu de 60 000 €. Donc, délibération dossier numéro 2, c'est la décision modificative numéro 4 de la collectivité, à la fois sur une partie fonctionnement et sur la partie investissement. En fonctionnement, sur le 011, il y a des augmentations de dépenses, charges à caractère général à hauteur de 150 000 €, ce qui est logique, ça correspond au transfert à une subvention complémentaire pour la maison commune qui est liée aux différents transferts de personnel qui se sont tenus à hauteur de 150 000 €, 120 000 € pour cela, plus des augmentations de différents frais pour 30 000 €. Une dépense complémentaire aussi concernant les charges de personnel de 153 000 €, c'est pour pouvoir tendre à affiner nos montants de charges et de dépenses auprès des personnels pour la fin d'année, sur deux raisons. À la fois parce qu'on anticipe la prime de pouvoir d'achat pour les salariés de la collectivité. On l'anticipe à l'occasion de la décision modificative. Cela ne vous a pas été présenté en conseil municipal parce qu'on doit attendre le décret du gouvernement qui va paraître, mais on ne peut pas délibérer tant que le décret n'a pas été... voilà, il apparaît cette semaine. Donc voilà, mais on anticipe en tout cas financièrement pour pouvoir être dans les temps. Et également sur 3 000 € qui concerne le transfert de compétences des ATSEM d'Éclat vers la ville de Lons, vers la ville. Donc voilà, de 150 000 € en dépenses, charges à caractère général, je vous ai expliqué les raisons. Charges de personnel, 253 000 €. Et puis des réajustements sur nos recettes complémentaires qui viennent en cours d'année. Concernant les investissements, quelques besoins complémentaires de financement en investissement, à la fois sur les subventions qu'on octroie concernant la rénovation des façades, et puis je vous l'ai cité tout à l'heure, la subvention pour la mise en œuvre d'un réseau informatique pour la maison commune. Vous savez qu'avec l'autonomie de la maison commune, eh bien, l'association va devoir se structurer différemment. Donc, on accompagne différents travaux avant et pour les laisser libres derrière de leur autonomie de fonctionnement en matière informatique. Donc, cette fois, pour un montant de 58 000 € plus 500 € qui sont des subventions de trop perçues à rendre.
Mais comme on avait déjà anticipé sur une précédente décision modificative les 50 000 € de rénovation pour le matériel informatique, en réalité, au départ, on devait nous-mêmes financer ces travaux. Aujourd'hui, c'est une subvention à la maison commune qui va permettre de faire ces travaux. Donc, on change tout simplement la logique, mais c'est déjà financé dans le budget. Est-ce qu'il y a des questions sur cette DM2 Si j'ai été clair ou pas. Monsieur Hélin. Une remarque et une question. La première remarque, c'est un ajustement sur le montant du total du fonctionnement. C'est pas 402, mais 403. Et puis, vous parlez des façades. Justement, c'est un sujet dont on n'a pas beaucoup reparlé depuis qu'il a été voté. Quel est le bilan, justement, lié en face à la somme versée? Combien ont été réalisés dans le cadre de cette aide municipale? Le bilan sera présenté à la commission de demain, justement. Ouais. C'est prévu, on a parlé entre nous il y a 10 jours, donc ça vous sera présenté demain avec des propositions aussi de nouvelles orientations. Voilà. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Pardon, vous n'avez pas levé la main assez vite. Hein. Alors on va recommencer. Bon. Oui, j'étais étonné aussi. 8 abstentions. Donc on passe à la DM3, au dossier numéro 3. Oui. Abattoir. Concernant l'abattoir, différents compléments d'investissement. Alors, il y a des opérations d'ordre, tout simplement, parce il y aura des délibérations à la fin du conseil municipal qui concernent des changements de règles de calcul des dotations aux amortissements. Ça, c'est imposé par la réglementation nationale. Donc, ça implique des décisions modificatives aussi et des modifications de financement sur les DM, d'où des recettes complémentaires en opération d'ordre de 2100 € en investissement. Et puis, nous avons d'autres dépenses, recettes d'investissement et dépenses d'investissement qui s'auto-équilibrent avec des régularisations d'écriture comptable sur la TVA. Et puis, on a différentes provisions pour réparation, intervention sur une centrale, provision pour des réparations et provision sur des prestations FIDAL à hauteur de 18 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Même vote. Donc 8 abstentions. Merci. On passe au dossier numéro 4, budget annexe parking. Donc parking, là aussi des opérations d'ordre qui sont liées à des modifications de calcul comptable pour les dotations aux amortissements pour 4 500 €. Et concernant les investissements, comme il y a le parking de la maison de santé pluridisciplinaire qui est avec une barrière, il intègre le budget annexe parking, parce que les budgets annexes, pour bien différencier, vous avez les budgets annexes qui comptent tous les parkings qui sont fermés par une barrière, l'intégralité des autres places de stationnement avec horodateur sont les recettes ou les dépenses sont intégrées au budget principal. Donc les budgets annexes sont uniquement les parkings, concernent uniquement les parkings qui bénéficient d'une barrière. Donc là, on réintègre des investissements pour la maison de santé certaines dépenses qui avaient été préalablement fléchées sur le budget principal, mais là, on peut les intégrer au budget de maison de santé. Enfin, budget parking annexe, c'est plus intéressant pour la collectivité, puisque le budget annexe, d'autant plus, est excédentaire. Donc, il est mieux pour budgétairement et comptablement de mettre le maximum de travaux lorsqu'on peut le faire sur ce budget-là. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Même vote. Donc 8 abstentions. On passe à la DM sur l'annexe chauffage urbain. Chauffage urbain, un complément qui vous est demandé de 10 000 € pour le complément du schéma directeur. Il y avait un manque de 10 000 € pour financer le complément du schéma directeur qui concerne de l'investissement. Pas de questions. Donc, même vote, merci. On passe au dossier suivant, donc fixation des durées d'amortissement. Donc, les 3 délibérations qui suivent concernent la fixation des durées d'amortissement des immobilisations. Alors, normalement, on n'a pas besoin de les passer régulièrement, mais la réglementation
met en œuvre que pour un chapitre, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est le 2158, une nouvelle dépense qui peut permettre de bénéficier d'amortissement, d'une dotation, d'une durée d'amortissement pour ces immobilisations-là. Et donc on a 3 délibérations puisque ça concerne les 3 nomenclatures, la M57 pour le budget principal, la M4 pour les budgets annexes parking et abattoir, et la M41 pour le budget annexe chauffage. Là aussi c'est vraiment une petite modification, ça va pas jouer grand-chose pour le budget, mais c'est la réglementation nationale. Donc il faut soumettre à chaque fois qu'il y a une modification de ces durées d'amortissement, cela doit être délibéré en conseil municipal. Donc je vous propose de voter les 3 prochaines délibérations en même temps. S'il n'y a pas de questions sur ces fixations de taux, on va voter les 3 délibérations. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. On passe à la délibération numéro 9. Délibération numéro 9. Toutes les délibérations qui vont suivre concernent des plans de financement pour différents dossiers qui sont portés ou qui seront portés par la collectivité, notamment auprès de l'État. Concernant ces plans de financement, je propose, Monsieur le maire, de retirer les 2 dernières, la 17 et la 18, parce qu'aujourd'hui, les plans de financement comprennent uniquement des subventions de l'État, mais pour être bien placé au niveau de la région, je sais qu'on pourrait probablement à partir de l'an prochain, grâce au desserrement de l'étau et à maximisation des dépenses de subvention de la région, pouvoir bénéficier d'une partie de subvention de la part de la collectivité régionale en plus de l'État sur ces 2 dossiers-là. Dans l'intérêt, je vous propose de patienter 3 mois, d'attendre le vote du budget de la région pour pouvoir maximiser les plans de financement. Donc si ça vous va, on reporte la 17 et la 18 et puis je présente les précédentes. Donc le dossier numéro 9 concerne l'aménagement du local de la police municipale. On en a parlé à plusieurs reprises, avec une sollicitation de l'État au titre, a priori, de la DETR ou de la DSIL, de 30% du montant de l'opération totale qui est évalué à 118 000 €, qui concerne différents travaux. Je vous les cite: réaménagement des espaces à usage de bureaux, création d'un espace de repos et de travail, des obligations aussi liées à la création d'un local vidéo et d'une armurerie, vestiaire pour les femmes et pour les hommes, aménagement de l'accueil pour recevoir le public, reprise et séparation de réseau, installation d'un visiophone et d'une caméra de surveillance. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? Oui, M. Vélin. Oui, sur ce dossier, on a un véritable serpent de mer du mandat, parce que je rappellerai 3 dates. Le 28 septembre 2020, on vote donc la création de 5 nouveaux postes de policiers municipaux. Le 22 novembre 2021, donc 1 an après, il y a l'acquisition des locaux de CEDIA, à l'occasion de laquelle délibération, vous nous précisez que les travaux d'aménagement sont estimés à 50 000 €. 1 an plus tard, de nouveau, donc il y a 1 an, le 12 décembre 2022, nous votons déjà une délibération pour aménager ces locaux avec demande de subvention pour un total de 34 000 €. Donc nous nous retrouvons 1 année après, aujourd'hui. Donc j'ai 2 questions. La première, c'est pourquoi la délibération de 2022 n'a-t-elle pas été exécutée? Et deuxième question, pourquoi en 1 an, le montant de l'aménagement de ce local est-il presque multiplié par 4? Je ne pense pas que ce soit l'inflation qui soit la responsable, il y a d'autres choses. Qu'en est-il? Et puis, j'aurais 2 remarques subsidiaires. Si on calcule bien, ça fait qu'entre la création des postes en 2020 et si les travaux sont réalisés avant septembre 2024, parce qu'on n'est plus à 1 année près manifestement, ça fera quand même 4 ans entre la création des postes et l'aménagement de ces personnels dans les locaux dédiés. Convenez que pour un projet qui n'a même pas d'envergure, 4 ans, ça me paraît quand même assez long, mais c'est sans doute un petit peu... ça illustre bien la façon dont vous traitez les choses. Et puis, deuxième remarque subsidiaire, quand on voit, et chaque jour on nous le montre, la situation actuelle,
je crois qu'aujourd'hui, tout le monde convient effectivement que ces locaux ne sont pas bien localisés, qu'ils auraient dû être plus proches du centre-ville. Moi, la proposition que je vous avais faite à l'époque, j'avais été le seul à m'opposer à l'achat des locaux de CEDIA, c'était de pouvoir installer cette police municipale à l'ancien hôtel de ville. Je pense, et la situation me donne raison à mon avis, c'est que, évidemment, c'était là que ça devait être présent pour que les patrouilles à pied des policiers municipaux puissent être plus nombreuses dans la rue du Commerce. Donc je pense que depuis le début, tout ça est mal goupillé. Alors déjà, je pense que la ville ne se résume pas à la rue du Commerce, même si on a beaucoup de respect pour cette rue qui est sans doute la plus belle de la ville. Sur la délibération de 2022, les 35 000 euros, il me semble, de souvenir, c'était pour l'installation de la fibre. Donc ça a été réalisé. On a signé en novembre 2021, mais les locaux, on ne les a eus que mi-2022. Après, il y a eu plusieurs études de fait sur ces locaux, comment les aménager. Au début, il y avait l'idée, c'était éventuellement de prendre la totalité des locaux. Finalement, on a réduit à une surface de 160 mètres carrés. Et donc, il y aura une deuxième partie qui pourra être louée. Il y a à peu près 196 mètres carrés exactement qui seront mis en location derrière. Voilà, oui, ça a pris un petit peu de temps parce que, oui, on a réfléchi avec les services concernés sur la meilleure optimisation possible de ces locaux. Et puis, je vous rappellerai que pour l'instant, la police municipale n'est pas à la rue puisqu'elle est déjà logée ici. Donc, il n'y avait pas forcément d'urgence à se précipiter à faire des travaux. Je pense que ça a été mûrement réfléchi. Maintenant, le projet est abouti. Donc, c'est le moment de passer à la phase de réalisation de ces travaux. Sur la localisation, ça c'est votre point de vue personnel, mais quand on discute avec le personnel de la police municipale, ça leur convient très bien. Et je pense que c'est important puisque c'est eux qui seront les utilisateurs. Voilà ce que je peux vous répondre sur ce dossier. Deux correctifs. Les 34 000 euros, ce n'est pas la fibre, puisque la fibre, c'était une délibération du 28 août 2021. Et puis sur la délibération dont je parlais du 12 décembre 2022, c'était bien aménagement du local de police municipale avec travaux à réaliser, cloisonnement, création de vestiaires, création d'armurerie, aménagement de l'accueil, et c'était bien pour 34 000 euros, donc c'est bien la même somme. On a de nouveau eu quasiment la même délibération à 1 an d'écart avec un prix qui est quadruplé. Pour l'accueil de la police, il y a des obligations qui sont précises et effectivement, il y a quand même des travaux qui sont complémentaires qui doivent être menés au sein du logement. C'est pas l'inflation, c'est bien des enjeux et de sécurisation des locaux, puisque c'est quand même un public particulier qui vient à la police. Et donc, on a des compléments de travaux qui ont tout simplement été intégrés au sein de cette délibération-là. Si, bah, enfin, en tout cas, c'est ça. Comment ? Bah, en tout cas, non, c'est pas une inflation, hein. C'est pas x4. Hein. C'est des travaux différents qui ont été, je peux vous donner, mise en sécurité électrique 26 000 euros, création de vestiaires et sanitaires 35 000 euros, aménagement de l'accueil 9 000 euros, mise en sécurité du local 10 000 euros, décloisonnement, cloisonnement, porte-coupe-feu 38 000 euros, soit un total de 118 000 euros. C'est des travaux qui seront réellement faits. Voilà, ce n'est pas des chiffres qui sont inventés. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur le maire. Oui, déjà, la première question, je ne pensais pas la poser, mais donc, du coup, qui a évalué les 34 000 euros initiales? Parce que du coup, ça interroge sur quels critères ils ont pu être évalués. Au-delà du fait qu'effectivement, le lieu pose question et l'utilité aussi de cette implantation sur ce secteur-là, on l'a évoqué, et M. Hulin l'a évoqué. Moi, j'avais une question, mais vous y avez répondu. Je pensais qu'on avait une association qui était ciblée, qui devait venir en complément, mais si je comprends bien, il n'y a pas d'association prévue. Avec le changement d'investissement, on pensait qu'on prenait la totalité du local, mais ce n'est pas le cas. Et là, j'ai une question subsidiaire, j'ai une remarque subsidiaire qui date d'aujourd'hui. Et là, c'est professionnel. J'étais surpris qu'en embauchant 5 équivalents temps plein supplémentaires, quand on a un souci
avec un véhicule qu'on appelle le commissariat un lundi. On nous dit appelez l'hôtel de ville, la police municipale, et on me répond police municipale ne travaille pas le lundi. Avec 7 équivalents temps plein, on ne travaille pas le lundi. Alors on a gardé les mêmes habitudes que quand on avait 2 équivalents temps plein. Ça questionne un petit peu. Donc c'est-à-dire que le lundi, déjà on verbalise pas. Ça, c'est une sécurité pour certains. Mais en tous les cas, on ne peut pas avoir l'aide de la police municipale le lundi. Je vais passer la parole à M. Rameau qui va vous répondre. Donc, je peux vous dire que le lundi, il y a des policiers municipaux qui travaillent. Pas tous les lundis. Mais Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, peut-être. Les ASV. Travailler samedi. Voilà, donc il faut faire une rotation. Je vous rappelle quand même qu'on a un effectif en moins. Hein, une personne qui a été, malheureusement, dont nous avons dû nous séparer et nous ne pouvons pas recruter sur son poste parce que cette personne est encore à notre charge. Donc on a cette problématique qui est quand même prégnante depuis pratiquement 6 mois. Il se trouve que depuis la semaine dernière, nous avons une personne qui est en arrêt de maladie. Donc les effectifs, en fait, sur la police municipale actuellement sont de 3 personnes. Donc si vous comptez le nombre d'heures par jour sur 6 jours sur 7, vous apercevez qu'on ne peut pas fonctionner comme ça, effectivement, et c'est bien malheureux pour nous, et c'est bien malheureux aussi pour les policiers municipaux, qui sont les premiers à subir ces problématiques. Donc le lundi et le samedi, actuellement, c'est un roulement qui s'effectue pour faire en sorte que ça soit aussi bien les ASVP que les policiers municipaux puissent être présents de temps en temps le lundi et en principe en permanence le samedi pour éviter effectivement le principe de il n'y a personne le samedi donc on ne verbalise pas. C'est faux puisque le lundi on verbalise effectivement. Alors déjà le but des policiers municipaux c'est pas forcément de faire que de la verbalisation, je le rappellerai. Et deuxièmement, il y a une époque où il n'y avait personne qui vérifiait les parcs-mètres en ville. Il y a 4-5 ans c'était comme ça. Donc je pense qu'on ne peut pas nous faire le procès d'intention. S'il y a un jour dans la semaine, de temps en temps, où les policiers municipaux ne verbalisent pas éventuellement, je pense qu'il y a eu un progrès énorme de fait. Je vous rappellerai aussi que vous avez voté contre ce projet de police municipale, donc vous êtes mal placé pour critiquer notre projet, qui est, je pense, qui est important pour la collectivité et pour les Lédoniennes et les Lédoniens. Je vais passer la parole à monsieur Vichard sur les problèmes de bâtiments. Oui, monsieur le maire. Policiers municipaux, les ASVP, ils n'ont pas les mêmes fonctions. Oui, monsieur le maire, sur l'évolution du coût des travaux, ils viennent principalement du fait que la première estimation qui avait été donnée avait été envisagée avec la configuration sur l'ensemble de l'emprise des 256 mètres, sans modification de l'organisation et sans modification des cloisonnements. Là, le nouveau projet prévoit la création de 2 espaces, un de 165 mètres carrés pour la police municipale et un espace restant de 96 mètres carrés qui sera disponible à la location ou à la mise à disposition d'une association ou autre chose. La principale augmentation est du fait du décloisonnement et du cloisonnement, et on est obligé de mettre en place des cloisons coupe-feu parce que ce seront deux locaux d'accueil différents. Voilà, c'est la principale augmentation du coût d'aménagement, et bien sûr du fait d'avoir deux espaces différents et non communicants, revoir la mise en sécurité au niveau électrique et la création des vestiaires. Merci pour les précisions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Il faudrait couper le... Oui, mais elle est adoptée quand même. Il faudrait couper le micro. Merci. Oui, 8 abstentions. C'est ça. On passe à la délibération suivante. Je repasse la parole à M. Willy Bourgeois. Donc là aussi, plan de financement et sollicitation de subventions concernant les travaux de mise en accessibilité de certains bâtiments publics avec des travaux qui sont à prévoir. Comme ce sont des obligations légales, la mise en accessibilité, on peut estimer logique de demander des subventions auprès de l'État. À ce titre-là, donc différents bâtiments qui sont envisagés, vous les avez en détail pour une sollicitation de subvention à hauteur de 30%.
Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. On passe. Travaux de pareil, sollicitation de subventions pour des travaux de rénovation dans les écoles, notamment Clavel, Paul-Émile Victor, Relais, Prévert-Rousseau et Richebourg. On a chaque année, vous vous souvenez, un plan de rénovation et de modernisation des écoles de la ville. Et donc, on sollicite une sollicitation de dotation de l'État au titre de la DETR ou DECIL, a priori pour un montant total des travaux programmés à hauteur de 138 000 euros pour 30%. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. On passe à la délibération numéro 12. Numéro 12, dans le cimetière de la ville, chaque année, on a un programme d'investissement pour l'acquisition de columbarium. Et donc, chaque année, on a le droit à une subvention. Enfin, chaque année, je ne vais peut-être pas m'avancer, mais en tout cas, on peut avoir des subventions de l'État pour l'acquisition de columbarium, donc à hauteur de 30%, qui correspondra à 6 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Si. Déjà posé la question, et là, ça a pu s'observer encore là, avec la Toussaint sur le tri des déchets dans le cimetière. Eh ben, tout le monde met les déchets verts au même endroit. Oui, il faut qu'on avance sur ce. Ouais. Vous avez tout à fait raison sur ce dossier. On va demander à Madame Granger, qui s'occupe de l'état civil et du cimetière, de nous faire des propositions en ce sens-là. Oui. Avec Nick. Alors, figurez-vous, Madame Chambaret, qu'on a eu un groupe de travail cet après-midi, précisément sur la question du cimetière. Bon. Et il a été donc décidé d'installer 2 composteurs. Ah bon. Voilà. Bonne donc, nouvelle. ça va se faire très prochainement aussi. La municipalité veut bien donc accéder à cette demande. Voilà. Voilà. Merci. Donc, c'est en cours. C'était un groupe de travail. Informel, hein, c'est-à-dire que ça fait partie de mes attributions et puis je réunis des personnes autour de moi ainsi que les agents du service. Voilà. Bon, donc si je comprends bien, on intégrera au budget 2 composteurs. C'est déjà acté, on n'a plus le choix, quoi. Bon, ça marche. Je pense. Allez, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. On passe à la délibération suivante. Numéro 13, tous les collègues ne pouvaient pas faire que ça. Délibération numéro 13, la réfection du terrasson en zinc de l'hôtel d'honneur. Alors, je suis allé voir à quoi ça ressemblait tout à l'heure. Donc, vous voyez de quoi on parle. Bon, très bien. Donc, en tout cas, la réfection pour un montant total de 25 000 euros avec une sollicitation de l'État à hauteur de 30%. Et je crois que M. Hulin, on avait déjà parlé du, oui, j'en avais parlé, terrasson de zinc. Je suis heureux que ça avance. Malheureusement, entre-temps, il y a eu un nouveau sinistre, cette fois-ci à l'intérieur de la cour, puisque les poubelles ont pris feu et qu'on est passé, on avait parlé avec M. Guillermo, hein, on est passé pas loin de la catastrophe, parce que si ça avait continué encore quelques minutes, je pense que c'est le bâtiment qui y passait. Donc, il y a peut-être une question de travaux qui se présente aussi pour cette partie-là, mais il y a aussi peut-être à voir je dirais le système de bon voisinage entre les différents usagers, parce que quand même le bâtiment est utilisé, parce que manifestement il y a eu un problème de non-fermeture de porte pour que des personnes s'introduisent, et manifestement c'est assez souvent le cas avec les toilettes qui sont un peu plus loin. Donc je pense que là il faudrait peut-être réunir les usagers de l'ancien hôtel de ville et puis mettre en place des choses assez strictes, parce que je vous rappelle quand même que dans le bâtiment il y a les locaux du musée. Et les archives. On peut vous rappeler les archives, vous devez les connaître, les archives. Non, mais... Alors, on a fait un rappel aux associations, notamment. Hein, on leur a fait part de notre mécontentement devant le fait que parfois la porte en bas reste ouverte. Donc, on les a menacés que si ça se reproduisait, vu qu'avec les badges électroniques, on peut savoir qui laisse ouvert, on leur retirait leur badge. Voilà, parce qu'effectivement, on ne peut plus pas tolérer que ce bâtiment soit en danger.
Voilà, donc le projet, c'est déjà très prochainement, début janvier, donc de reloger les associations. Là, alors pas toutes, mais un bon nombre d'associations qui sont dans ce bâtiment et vont aller route de Besançon. Ça évitera déjà ces problématiques. Ça ne résoudra pas tout. Le problème des toilettes aussi est un vrai souci parce qu'il y a des gens qui ont pris l'habitude d'aller s'enfermer là-bas. On en a encore discuté ce matin. On est en train de trouver des solutions pour que ça ne se reproduise plus. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a tous conscience qu'on est passé près de la catastrophe. Tant mieux que ça ne soit pas allé plus loin. Est-ce que s'il y a des questions sur... Non, s'il n'y a pas de questions sur ce dossier, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. On passe... service d'incendie aussi. Oui, j'avais donc rénovation des réseaux de chauffage des thermes. Oui, montant d'opération évalué à 42 000 euros pour un plan de financement sollicitant l'État à hauteur de 30%. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Cette fois, on passe donc au service sécurité incendie du CARCOM. Exactement. Et modernisation de l'éclairage. C'est tout de même un montant d'opération évalué à 98 000, un peu plus de 98 000 euros qui pourrait bénéficier d'une subvention de l'État à hauteur de 30%. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. On passe au dossier numéro 16. L'aménagement de la rue Georges Bizet. Il y a une partie de la rue qui est en sentier. Donc, il y a le projet d'améliorer ce tronçon avec en voirie à sens unique. Cela correspond à 110 mètres. Donc, montant de l'opération évalué à un peu plus de 135 200 euros, pouvant bénéficier de financement de l'État. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Et donc les deux prochaines, je vous propose on propose de retirer le skatepark et la sécurisation des abords en attendant des compléments de subvention possibles de la région. Et on passe au dossier 19, c'est la subvention à l'association Maison Commune. Donc on en avait parlé dans la délibération numéro 2 sur la décision modificative. Hein. C'est pour verser une somme de 50 000 euros à l'association Maison Commune pour qu'ils puissent acheter du matériel informatique et de téléphonie suite au changement d'organisation entre la ville et la Maison Commune. Voilà, donc c'est en accord avec eux et en relation avec M. Guiraud qui a suivi ce dossier de près. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? S'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés au terme de ce conseil municipal. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Rendez-vous le 27 novembre pour le débat d'orientation budgétaire. Merci aux internautes qui nous ont suivis. Et puis, bonne soirée à toutes et à tous. Merci.